Je vais commencer. D'accord, non. C'est compris, c'est bien. Oui. Ça fait l'un petit peu de bon. Ouais, je vais enlever les commentaires. Alors, bonjour, Rami. Allô? commence الحكم بسم الله. On commence? Ok. Bismillah. Je vous Alors, salam entends, on alaikum. commence.
Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et on va continuer donc nos cours sur la pathologie neurovasculaire. On a fait déjà les accidents ischémiques transitoires, on a vu également les infarctus cérébraux. Et maintenant, on va voir un autre versant, c'est les AVC donc, à caractère hémorragique. Et on va passer successivement, on va essayer de faire deux cours. L'hémorragie intraparenchymateuse, ou bien intracérébrale, ça s'appelle également comme ça. Ou bien il y a un nom courant qui est utilisé, c'est l'hématome intracérébral. Mais toutes ces hémorragies intracérébrales ne sont considérées comme AVC que s'ils surviennent en dehors d'un traumatisme crânien. C'est vraiment très important. Alors, on aura donc à passer par la définition, les données de diagnostic positif et diagnostic différentiel. Bien sûr, quelles sont les causes. Et on va également parler un petit peu de la prise en charge. J'ai choisi toujours la petite définition qui est simple, ça, c'est l'éruption de sang dans le parenchyme cérébral non traumatique, ou bien d'origine non traumatique. C'est ça l'hématome intraparenchymateux spontané, ou bien ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Il y a un terme, j'ai mis ici HIS, H ça veut dire hématome intraparenchymateux spontané. Ok, donc ça englobe ça. Ça englobe également les hématomes intraparenchymateux dus à des malformations vasculaires cérébrales. Spontané, ça veut dire qu'on n'a pas de cause évidente. Et on a les hématomes intraparenchymateux dus à des troubles de la coagulation. Donc ça, c'est les trois entités qui sont donc retenues comme étant faisant partie des accidents vasculaires cérébraux hémorragiques, ou bien hématome intraparenchymateux, ou bien hémorragie intraparenchymateux. C'est la même signification. Donc, soit c'est un hématome intraparenchymateux spontané, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion au niveau du parenchyme cérébral, une malformation bien qui peut expliquer, soit dû à des malformations vasculaires, soit à des troubles de coagulation. Alors, en matière d'épidémiologie, si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a dit dans le premier cours, le deuxième cours des infarctus cérébraux, on a parlé que 80% sont des AVC sont des infarctus cérébraux, et on a dit de 10 à 15% sont des hématomes intraparenchymateux. En fait, les hématomes, ça peut aller en fonction des études épidémiologiques de 9 à 20%. Parfois, ça peut dépasser 20%. Ces statistiques sont variables en fonction des pays. Donc, l'incidence est entre 15 et 34 cas, un nouveau cas pour 100 000 habitants et par an. L'incidence est plus importante dans la population masculine, donc il y a toujours une prédominance masculine, même chez nous, avec un pic maximal pour la tranche d'âge entre 60 et 80 ans. C'est vrai, c'est une maladie beaucoup plus chez le sujet âgé, bien qu'on la voit chez le sujet jeune maintenant, du fait de l'hypertension artérielle, mais c'est une pathologie qui reste quand même majoritairement donc, chez le sujet âgé. Et il existe également des variations ethniques, c'est très important à connaître, avec une incidence supérieure dans la population noire et asiatique. Donc, l'évaluation pour la substance, pour la population noire a été faite donc, dans les USA, qu'il y a un constat qui se répète chaque fois que dans les blacks, on a toujours une chance de l'ensemble des AVC et également des hématomes intraparenchymateux. Alors, asiatique, c'est caractéristique, surtout les Japonais et les Chinois. Ils ont, donc, dans certaines statistiques, les hémorragies intraparenchymateux ou bien les hématomes intraparenchymateux représentent presque 50% de l'ensemble des AVC. Et c'est vraiment important parce qu'à la fin de compte, on a des maladies génétiques qui sont plus répandues, de type malformative associées. Et on a autre chose, c'est l'association d'une angiopathie amyloïde qui est apparemment plus fréquente dans ces populations que dans nos populations caucasiennes. Alors, la mortalité reste quand même élevée, avec 27 à 44% dans le premier mois. C'est une affection grave, avec un taux de mortalité qui est très élevé, malgré le développement donc, de la prise en charge. Malheureusement, pas encore de thérapie médicamenteuse efficace dans ces pathologies d'hémorragie intracérébrale. Comment faire le diagnostic positif? À la fin de compte, ici, bien sûr, on a
deux piliers essentiels pour le diagnostic positif. Vous en avez la clinique avec son interrogatoire et vous en avez également les examens complémentaires qui sont ici indispensables. On ne peut affirmer la nature du saignement sur la base de clinique uniquement. C'est comme déjà l'AVC ischémique. C'est vraiment très important à avoir une imagerie pour confirmer la nature lésionnaire responsable de la symptomatologie. Alors, la clinique elle a certaines particularités, bien sûr, comme toute pathologie neurovasculaire. La sémiologie qu'on va constater dépend de l'endroit lésé au niveau de l'encéphale. Ça veut dire qu'elle dépend de la topographie de l'hématome intraparenchymateux. Donc, la topographie, ici, on parle des hématomes intraparenchymateux ou bien des hématomes intracérébraux ou bien des hémorragies intracérébrales qui concernent soit les hémisphères cérébraux, soit le cervelet, soit le tronc cérébral. Donc, toutes ces structures sont concernées par cette pathologie. Et donc, chaque fois qu'on a une structure qui est touchée, on va avoir une sémiologie particulière. Et vous connaissez mieux que moi que l'anatomie de l'encéphale. Il y a un élément qui est très caractéristique dans l'anatomie de l'encéphale, c'est qu'on a deux étages essentiels. Un étage supérieur qui s'appelle supratentoriel, un étage sous-tentoriel. Tentoriel, c'est que on a une tente du cervelet qui est un repli des méninges, un repli des méninges. Vous connaissez les méninges, je crois, c'est les enveloppes qui protègent l'encéphale. Un repli des méninges qui sépare les hémisphères cérébraux du cervelet, du cervelet et du tronc cérébral en bas. Donc, au-dessous de cette repli méningé, on a le tronc cérébral et les hémisphères cérébraux, et au-dessus, c'est les hémisphères cérébraux. Donc, tout ça, il faut avoir, donc vous le connaissez déjà d'après votre anatomie. Et donc, dans cette situation, on va parler de la sémiologie des hématomes supratentoriels et le deuxième versant, ce sera la sémiologie clinique des hématomes sous-tentoriels. Donc, c'est ça qu'on va voir. Mais il y a des éléments très particuliers qui peuvent orienter à partir de la clinique vers le caractère hémorragique de la symptomatologie aiguë que présente le patient, la symptomatologie neurologique aiguë que présente le patient. Première des choses, les circonstances d'apparition de ces hématomes sont souvent suite à un effort physique. C'est vrai, souvent il est intense, mais parfois il n'est pas vraiment très intense. Et ça peut, c'est pas toujours, mais souvent, la notion d'un effort existe chez le patient. Soit concomitamment à l'apparition de la symptomatologie clinique, soit précédent de quelques heures la symptomatologie clinique. Tous les efforts physiques qui habituellement ont conséquence d'augmenter la pression intracrânienne sont responsables de ça. Ça veut dire un effort physique dans le cadre d'une activité sportive, d'une activité professionnelle, d'un effort soudain parfois, et parfois même en post-coïtal. Donc, également, il y a un autre élément très particulier, c'est que souvent, cette symptomatologie liée aux hémorragies intraparenchymateuses surviennent essentiellement la matinée. Souvent, c'est rapporté au réveil ou bien juste après le réveil. C'est vrai, c'est globalement comme ça. Mais parfois également après un sommeil, on peut l'avoir, même si le sommeil survient de façon dure, durant la journée. Mais ça, c'est un élément d'orientation qui va nous orienter vers le caractère hémorragique de la symptomatologie neurologique aiguë. Deuxième élément, c'est les céphalées sont des symptômes qui sont très fréquents dans les AVC hémorragiques ou bien les hématomes intraparenchymateux. Alors, ces céphalées peuvent être modérés, comme ils peuvent être très intenses et réalisant ce qu'on appelle un syndrome d'hypertension intracrânienne. Je crois que vous avez fait déjà le syndrome d'hypertension intracrânienne dans la sémiologie, dans le module de sémiologie. Et la clinique du syndrome d'hypertension intracrânienne, ça va associer des céphalées en casque avec vomissement en jet sous l'agent céphalée, avec éventuellement une diplopie, parfois même une baisse de l'acuité visuelle.
Et donc, les céphalées sont habituellement rebelles au traitement. Ça englobe l'ensemble de l'encéphale, l'ensemble de la boîte crânienne. Et ils ont un caractère de pression. Ça veut dire le patient ressent une pression au niveau de sa boîte crânienne. Hein, ou bien, parfois, quand c'est lié à des malformations, ils sentent une explosion à l'intérieur du crâne. C'est des termes qui sont utilisés par les patients pour décrire ces céphalées. C'est très intense, c'est très important pour ces caractères de céphalée. Ils sont aigus, c'est d'installation brutale, j'ai dit après un effort, souvent la matinée. Ils sont très intenses au début, souvent, mais parfois ils sont moins intenses et ça augmente avec le temps. Et ça se compare parfois avec un syndrome d'hypertension intracrânienne, ça veut dire avec des vomissements, des nausées, donc éventuellement des troubles visuels avec une diplopie. Parfois, on peut avoir également des troubles de la conscience. Les troubles de la conscience, ça peut aller de la simple somnolence, parfois obnubilation et parfois même un état de coma. Donc, les troubles de conscience sont souvent atteints, plus atteints au cours d'un hématome interparenchymateux. Donc, c'était les éléments essentiels à rechercher donc, par l'interrogatoire. Ça veut dire les circonstances d'apparition de la symptomatologie clinique, la présence de céphalées avec leurs caractéristiques particulières, éventuellement un syndrome d'hypertension intracrânienne, éventuellement les troubles de la conscience. Parfois, on peut avoir également, les patients rapportent la notion de crise d'épilepsie inaugurale, donc apparition d'une crise d'épilepsie, ça peut être focal, comme ça peut être d'emblée généralisé, ça c'est un peu rare, mais ça peut exister, et donc on devrait également avec ça s'orienter vers un hématome intraparenchymal. Alors, je vous ai dit déjà dès le début, du fait de l'anatomie, on va avoir des hématomes qui sont supratentoriels, donc au-dessus de la tendue cervellée, et on aura des hématomes sous-tentoriels. Au fait, les hématomes sustentoriels sont de plusieurs types en fonction de la zone concernée au niveau des hémisphères cérébraux. Quand on peut avoir ce qu'on appelle les hématomes thalamiques qui intéressent le thalamus, qui est un noyau gris central essentiel. C'est une substance grise qui se place de part et d'autre des ventricules latéraux, donc occipitales, donc en région un peu postérieure. Et quand ils sont atteints, quand l'hématome siège à ce niveau, on va avoir des signes moteurs, ça veut dire un déficit moteur qui est contralatéral à la lésion, des signes sensitifs qui sont contralatéraux à la lésion, des troubles oculomoteurs. On peut avoir donc une ophtalmoplégie internucléaire, bien que c'est rare, c'est quand l'hématome s'étend un peu plus bas. On peut avoir également des troubles cognitifs. Des troubles cognitifs, je vous ai parlé, si vous vous souvenez un petit peu, d'une aphasie thalamique quand on a fait les infarctus cérébraux, donc dans le territoire profond de l'artère cérébrale postérieure. Donc ça, on peut avoir également des syndromes lacunaires. Les syndromes lacunaires, si vous vous souvenez, donc dans le territoire profond de l'artère cérébrale moyenne, je vous ai parlé de 4 syndromes, donc soit une hémiparésie pure, soit une hémiataxie, soit hémiparésie avec hypoesthésie, soit l'association de 3, hémiparésie avec ataxie, avec hypoesthésie. Donc ça, c'est les 4 syndromes lacunaires qu'on peut avoir quand on a une atteinte proche du thalamus. On a également les hématomes du noyau codé. Le noyau codé, je ne sais pas ce que vous vous rappelez un petit peu de l'anatomie. Le noyau codé, c'est un noyau qui s'étend de la corne antérieure, de la partie postérieure de la corne antérieure frontale, jusqu'à la corne postérieure, sous forme d'une virgule. Hein? Donc la tête au niveau de la paroi postérieure de la corne frontale, des ventricules, et donc la queue au niveau de la paroi antérieure, latérale, de la corne postérieure des ventricules. Alors l'atteinte de ce noyau s'exprime par un déficit moteur contralatéral et des troubles de fonction supérieure, c'est-à-dire on peut avoir des petits troubles de langage, comme on peut avoir également des signes, donc des troubles du schéma corporel, c'est-à-dire éventuellement des troubles apraxiques, éventuellement des
hémiasomatognosie. Mais essentiellement, on va avoir des troubles à type donc de déficit moteur contralatéral à la lésion. Les hématomes lentriculaires, c'est un autre noyau gris centraux qui siège entre les deux entre les deux cornes latérales des ventricules. Et ici, on va avoir un déficit hémicorporel contralatéral à la lésion qui est sensitivo-moteur. C'est-à-dire ça accompagne avec un déficit moteur et un déficit de la sensibilité thermoalgétique, contralatéral à la lésion. On peut avoir également des troubles cognitifs. Souvent, ce qu'on peut avoir, c'est une aphasie sous-corticale motrice, et on peut avoir également des troubles du schéma corporel. Alors, les hémorragies lobaires, donc c'est plus superficiel, c'est pas au niveau de la substance blanche profonde, n'est pas au niveau des noyaux gris centraux. C'est-à-dire qu'ils sont proches beaucoup plus du cortex. Et vous connaissez combien de lobes on a au niveau de notre hémisphère. Chaque hémisphère comporte, donc à la fin de compte, un lobe frontal, un lobe pariétal, un lobe temporal et un lobe occipital. Donc on a ces 4 lobes. Et chaque lobe va donner une sémiologie spécifique. Donc c'est des éléments pour le spécialiste, mais je vais essayer de vous résumer. L'ensemble de ces hémorragies lobaires, leur caractéristique, c'est que souvent les céphalies sont là, sont très fréquentes dans les hémorragies lobaires. Quand on a céphalie, habituellement, c'est un hématome lobaire. Donc, c'est vraiment très proche en superficiel, très proche du cortex. Et deuxième des choses, c'est les crises épileptiques qui sont plus fréquentes. Ça peut être des crises focales, comme ça peut être des crises focales secondairement généralisées, ou bien des crises d'emblée généralisées. Alors, les céphalies sont intenses. Donc, comme on a décrit les caractéristiques habituelles, donc intense, aigu, soulagé par le vomissement parfois, rebelle au traitement médical souvent, et sensation de pression ou bien d'éclatement, parfois d'explosion à l'intérieur du crâne à la phase aiguë. Les crises d'épilepsie, je vous ai dit, ça peut être focal comme généralisé. Pour la sémiologie lobaire, chaque lobe a une sémiologie spécifique. Alors, si je résume un petit peu pour l'ensemble des lobes, pour le lobe frontal, qu'est-ce qu'on peut avoir comme anomalie? On peut avoir apparition des réflexes archaïques. Si vous vous souvenez un petit peu, c'est la même sémiologie du territoire de l'artère cérébrale antérieure, ça veut dire un grasping réflexe. On peut avoir également des troubles du comportement. Si vous vous souvenez un petit peu de la boulie, l'apathie, l'euphorie, tout ça, on peut les avoir, voire même une confusion dans l'atteinte frontale. Et on peut avoir également des troubles du comportement sphinctérien avec une incontinence, sphinctérienne. Alors, dans l'atteinte, on peut avoir également un déficit moteur qui beaucoup plus prédomine au niveau de au membre inférieur, souvent au membre inférieur, bien que ça peut être vraiment plus concernant soit le membre supérieur et le membre inférieur. Ça, c'est l'atteinte frontale. On peut avoir d'autres anomalies très particulières en matière de sémiologie, mais c'est les éléments clés de la sémiologie frontale. Donc, apparition des réflexes archaïques, le grasping réflexe, les troubles du comportement, et les troubles sphinctériens, éventuellement un déficit moteur, particulier. Pour l'atteinte du lobe pariétal, c'est un lobe essentiellement dont le rôle est sensitif. Vous allez avoir beaucoup plus un déficit sensitif contralatéral. En plus du déficit sensitif, ça a une hypoesthésie taxile et douloureuse et thermique. On peut avoir également des troubles du schéma corporel. Si vous vous souvenez, l'hémiasomatognosie, l'héminégligence et éventuellement la nosognosie. Ça, c'est ce qu'on peut avoir donc dans l'atteinte pariétale. On peut avoir également un symptôme très particulier, bien un signe très particulier, c'est l'extinction sensitive. C'est l'incapacité de distinguer deux stimulations proches. Habituellement, il y a un seuil dans chaque partie du corps. Donc, quand on fait deux stimulations douloureuses dans un endroit, habituellement, quand ça dépasse, les deux endroits sont espacés de plus d'1 centimètre, on peut recevoir facilement deux stimuli. Le patient perd cette capacité. Donc, c'est la distinction sensitive, l'extinction sensitive, excusez-moi.
Et on peut donc avoir également dans l'atteinte pariétale des petites paresthésies et des crises d'épilepsie donc sensitives avec type de fourmillement. On peut avoir d'autres sémiologies également plus élaborées, mais c'est les signes les plus importants. Alors, parfois, entre le lobe frontal et le lobe pariétal, on a donc un nerf, quand on a surtout l'aire rholondique à la fin de compte, quand on a l'aire rholondique et surtout l'aire pararholondique qui fait partie essentiellement du lobe frontal et qui peut s'étendre un peu plus. Ça, on peut avoir, il y a un nerf spécifique de la sémiologie aphasique, bien linguistique, c'est-à-dire on va avoir des troubles du langage, on va avoir une aphasie d'expression, de type d'expression dans les atteintes donc externe, la face externe du lobe frontal qui peuvent s'étendre habituellement parce que l'hématome, ça ne va pas se localiser, il va tendre, il va avoir une tendance à s'étendre et donc on va avoir un saignement qui va s'étendre du lobe frontal et lobe pariétal. Troisième lobe, c'est le lobe temporal. Le lobe temporal, il a une particularité sémiologique. Une des choses, c'est des confusions quand on a une atteinte de la partie antérieure, un syndrome confusionnel, et on peut avoir des crises d'épilepsie également temporales, et on peut avoir également une amputation du champ visuel, une hémilepsie latérale homonyme, bien des quadrianopsies. Cette quadrianopsie, on peut l'avoir dans les atteintes pariétales isolées, comme on peut l'avoir également dans les atteintes temporales isolées. Mais souvent, l'hématome, je vous ai dit, il a une tendance à s'étendre. Également, on peut avoir des troubles mnésiques du fait qu'on a le circuit de Papez et le système limbique qui siège dans le lobe temporal. On peut avoir également, par atteinte du lobe temporal et surtout l'atteinte de la circonvolution de Heschel qui fait partie du lobe temporal, on peut avoir des troubles donc auditifs, de la perception auditive. On peut avoir une surdité, comme on appelle, verbale, c'est-à-dire le patient n'arrive plus à comprendre le langage. Il entend les sons, mais il n'arrive plus à comprendre, donc il n'arrive plus à déchiffrer le langage, donc oral. Ou bien on peut avoir ce qu'on appelle une amusie. Le patient est incapable de reconnaître les musiques. Ça, c'est en fonction de la circonvolution atteinte. Alors, le dernier lobe, c'est le lobe occipital. Le lobe occipital, c'est le lobe le plus postérieur. Et sa fonction essentielle, c'est une fonction des choses, toujours les céphalées, on en a parlé, mais les crises d'épilepsie visuelle. On peut avoir des hallucinations, des scotomes, des amputations du champ visuel. Et on peut avoir également, en plus de ça, soit une cécité corticale, on en a parlé déjà. La cécité corticale, elle est caractérisée par la conservation de réflexes photomoteurs. Donc ça, c'est la sémiologie spécifique. Donc, l'autre type d'hématome, c'est les hématomes infratentoriels, ça veut dire au-dessous de l'attente du cervelet. On a l'atteinte mésencéphalique, l'atteinte pontique, l'atteinte bulbaire, et bien sûr, on a les hématomes cérébraux. C'est très important à connaître à la fin de compte chaque étage. Ça oriente parfois même pour les études. Alors, l'atteinte mésencéphalique, on aura les troubles oculomoteurs du fait qu'on a une atteinte donc des noyaux des nerfs crâniens. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a dit dans les infarctus cérébraux, ici, normalement, on devrait avoir des syndromes alternes. Pourquoi je n'ai pas parlé de syndrome alterne? Souvent, c'est un hématome qui est assez étendu, c'est-à-dire on va avoir atteinte des voies longues et des nerfs crâniens, parfois même bilatérales. On a donc des troubles oculomoteurs, forme grave, c'est habituellement des formes graves, parce qu'à la fin de compte, ça peut entraîner un engagement. Et donc, cet engagement peut être responsable du décès du patient. Alors, l'atteinte pontique, on va avoir des tableaux gravissimes, la tétraplégie, parfois un coma, et quand les hématomes sont de petite taille, et ça c'est un peu lié aux malformations de type caverneux, quand ils sont là, on a ce qu'on appelle les syndromes lacunaires cliniques, c'est-à-dire on peut avoir un déficit sensitif pur, un déficit moteur pur, une hémiparésie ataxique. C'est les classiques syndromes donc lacunaires. Alors, on peut avoir également l'atteinte bulbaire. L'atteinte bulbaire s'exprime par un syndrome bulbaire, soit médial, soit latéral. Quand c'est médial, c'est l'atteinte des voies longues. Quand c'est latéral, on va avoir l'atteinte contralatérale
si elle est au-dessus de la décussation de la voie pyramidale. On va avoir également atteinte des nerfs crâniens homolatéraux. Atteinte unilatérale des nerfs crâniens, c'est-à-dire soit le nerf glossopharyngien, le nerf pneumogastrique, le nerf spinal, éventuellement le nerf grand hypoglosse. Ça va être atteint en fonction de l'étendue de l'hématome. C'est des sémiologies très variables. Et souvent, les cavernomes sont plus fréquents dans la région bulbaire et pontique. Alors, les hématomes cérébelleux, donc, on a des formes bénignes avec des signes uniquement cérébelleux et on a une forme d'évolution progressive vers une altération de la conscience due à une dilatation ventriculaire. Au fait, ces formes graves sont dues que quand on a un hématome cérébelleux, le cervelet, donc il va comprimer les voies d'écoulement du LCR qui siège directement au niveau du tronc cérébral puisqu'il est appendu en région postérieure. Et cette localisation fait que quand on a un hématome au niveau du cervelet, ça va augmenter sa taille, son poids, qui va encore comprimer ces voies d'écoulement de LCR. On a l'aqueduc du sulcus qui est là, donc qui est très proche. Donc, quand elle a, parce que c'est un diamètre qui est très petit, dès qu'on aura une masse supplémentaire, elle va être donc complètement collabée et obstruée, et donc on ne va plus avoir passage du liquide céphalospinal et on va avoir donc une dilatation ventriculaire qui va aboutir à une hydrocéphalie aiguë, parfois un engagement et le décès du patient. Alors, c'était la sémiologie clinique de façon succincte. Enfin, les examens complémentaires. Les examens complémentaires sont indispensables. Ici, une TDM sans produit de contraste, TDM cérébrale, est largement suffisante pour faire le diagnostic positif d'une hémorragie intracérébrale ou d'un hématome intracérébral. On aura une hyperdensité spontanée avec ou sans signe d'engagement. Donc, on recherche une hyperdensité spontanée. On va voir l'image par la suite. Alors, s'il y a des signes d'engagement, c'est un signe de gravité, donc qui nous amène à appeler le neurochirurgien pour éventuellement, si c'est possible, d'agir sur le plan chirurgical. Et c'est une urgence thérapeutique neurochirurgicale. Alors, l'IRM encéphalique, elle est, j'allais dire, moins spécifique. C'est habituellement s'exprime par une hypersignal en T1. L'angiographie cérébrale à la recherche de malformations vasculaires. Maintenant, à la place de l'angiographie cérébrale, l'angioscanner ou bien l'angio-RM peut permettre de diagnostiquer une malformation de type vasculaire cérébral facilement. Et l'angiographie ne sera indiquée qu'après l'angioscanner ou bien l'angio-RM pour essayer de spécifier donc l'architecture de cette malformation. Alors, également, il y a un bilan biologique. Donc, on commence par un bilan radiologique tout d'abord, donc la confirmation du diagnostic, la recherche de l'étiologie par l'angioscanner, l'angio-IRM et l'angiographie cérébrale, et le bilan biologique éventuellement quand le bilan radiologique est strictement normal, c'est-à-dire on n'a pas de cause évidente. Et ça, on va rechercher des troubles d'hémostase, donc soit une coagulation du sang, soit le patient également a des troubles d'hémostase induits par cause thérapeutique, ça veut dire que le patient est sous anticoagulant éventuellement. On a également une numération formule sanguine pour rechercher des thrombopénies sévères qui peuvent être la cause également d'hématome intraparenchymatomie et d'autres hémopathies éventuellement. Donc une VS, une CRP pour rechercher donc des éléments en faveur d'une maladie donc de vascularite systémique. Et ça nécessite par la suite un bilan immunologique complet pour affirmer la nature de cette vascularite, éventuellement d'autres bilans spécifiques. Et le bilan selon le contexte. L'exemple type, c'est quand on a un patient qui a une consommation de drogue, on suspecte une consommation de drogue, on doit doser ces drogues au niveau du sang pour voir est-ce que vraiment on est la cause ou non. Ou bien éventuellement, s'il y a un contexte génétique, c'est des familles qui font développer des hématomes à répétition, et ça, on va demander un bilan génétique, donc on va faire une arbre généalogique, on va contacter l'ensemble de la famille, faire des prélèvements de sang pour essayer de faire cette étude génétique afin d'affirmer donc le type de maladie et donc asseoir une stratégie thérapeutique spécifique. Parfois, quand on découvre par exemple des cavernomes chez un patient, quand ces cavernomes sont multiples, habituellement sont génétiquement déterminés. C'est-à-dire
on a besoin de faire des examens neuroradiologiques pour l'ensemble de la famille du patient. Ça veut dire aussi bien ses parents que ses frères, que ses enfants, afin d'asseoir le type, donc confirmer la nature familiale, éventuellement par la suite par une étude génétique. Alors, ça c'est la neuroimagerie. Quand on fait donc un scanner sans produit de contraste que vous voyez donc à votre droite, je vais un petit peu vous montrer. Ça c'est l'hématome. Ça c'est l'hyperdensité spontanée sur un scanner sans produit de contraste à la phase aiguë d'un hématome. C'est un hématome temporal. Ça c'est le lobe temporal, vous le voyez. Ici c'est un hématome très volumineux de la région temporale avec un effet de masse. Vous le voyez un petit peu. Ça, c'est la ligne médiane. Elle devrait être rectiligne. Elle est un petit peu déviée de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai choisi cette image. Parce que vous avez donc un signe d'engagement et c'est un signe de gravité de l'hématome. Deuxièmement, ça, on peut, en angiographie, on peut donc retrouver la cause qui est ici un angiome. C'est une malformation artério-veineuse, donc qui est importante et qui nécessite une prise en charge neuroradiologique interventionnelle, éventuellement neurochirurgicale. Alors, les causes, les principales causes sont, la première, je l'ai mis l'hypertension artérielle. Pourquoi je l'ai mis en premier? Parce qu'à la fin de compte, c'est ce qu'on voit chez nous, d'une part, et d'autre part, c'est une pathologie extrêmement fréquente. Vous savez que la prévalence de l'hypertension artérielle dans la population algérienne est presque évaluée en 2010 par l'étude Tahina à l'ordre de 35%. Un patient, un citoyen sur trois est hypertendu en Algérie. D'une part ça, d'autre part c'est une maladie qui est traitable et donc on peut prévenir par une bonne prévenir les AVC hémorragiques ou bien éventuellement les hématomes intraparenchymateux par une bonne prise en charge de cette hypertension artérielle avec normalisation des chiffres tensionnels par un traitement antihypertenseur qui devrait être adapté à la personne. C'est vraiment très important à connaître ça. Donc l'HTA est une cause majeure. Donc, c'est pour ça que la prise de pression artérielle fait partie du premier examen à faire chez un patient qui présente donc des céphalées intenses. Alors, les malformations vasculaires, on a les anévrismes, on a les angiomes, on a vu déjà un exemple, et on a les cavernomes. L'anévrisme, c'est quoi? C'est une anomalie donc, de la paroi artérielle qui fait que cette paroi, au lieu d'avoir les trois couches essentielles avec les deux limitantes élastiques, c'est-à-dire on a l'adventice, donc par la suite la limitante élastique externe, par la suite la média, la limitante élastique interne et enfin l'intima. C'est les couches de toute paroi vasculaire. Chez les patients qui présentent des anévrismes, on a la média qui est absente, ce qui fait que la couche donc, de la paroi artérielle devient fine et un peu plus lâche, et donc elle s'élargit spontanément sur l'effet de la courbe de la pression artérielle et des pulsations artérielles, ce qui fait qu'on va avoir une dilatation de cette paroi qui lâche, et chaque fois elle se dilate jusqu'à créer des sacs anévrismales qui sortent de cette artère. Et à l'occasion d'un petit pic hypertensif, ça peut saigner. À l'occasion d'un un effort intense d'augmentation de la pression intracrânienne, on peut avoir donc ces anévrismes. Parfois même des ruptures spontanées sans HTA, sans autre chose. Alors également, on a une maladie, les angiomes, c'est des malformations artério-veineuses. C'est quoi? Vous savez bien que chaque fois qu'on a une vascularisation d'un tissu, d'un parenchyme, c'est valable au niveau de l'encéphale, on a des artères qui viennent, qui donnent des artérioles. Par la suite, ils vont se diviser ou subdiviser en capillaires. Et par la suite, vous avez les capillaires veineux, les vénules, et par la suite, le drainage. C'est ça un système, une architecture normale d'une vascularisation d'un parenchyme cérébral. Alors, quand on a des angiomes, ce lit capillaire qui sépare les artères des veines n'est plus, il n'existe plus. Ce qui fait qu'on va avoir une connexion soit directe entre une artère et une veine, ça s'appelle une fistule. Et quand on a plusieurs connexions entre les deux, avec la présence d'une masse faite d'un enchevêtrement de veines, donc c'est des veines, c'est comme une boule qui est formée de petites vénules qui sont enchevêtrées, anastomosées entre eux, ça s'appelle angiome. Les cavernomes, c'est des flaques de sang, hein, c'est des petites lacs, j'allais dire, des flaques de sang qui persistent dès la naissance, c'est à l'échelle, ça se développe à l'étape embryonnaire. Hein, et c'est important donc de les faire diagnostiquer parce que c'est un candidat thérapeutique particulier.
L'angiopathie amyloïde, c'est une maladie du sujet âgé, responsable d'un dépôt de substances amyloïdes. Donc, c'est une dégradation d'un bêta-amyloïde au niveau des parois artérielles. Et c'est vraiment très fréquent en Asie. C'est la cause des hématomes spontanés. On a les thromboses veineuses cérébrales également. Et on a les anticoagulants, l'utilisation d'anticoagulants bien anti-agrégants plaquettaires. Donc, sont source parfois d'hématomes intraparenchymateux. Parfois même, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens à forte dose peut donner des hématomes intraparenchymateux. C'est rare, mais on peut avoir ça. On a également l'alcoolisme chronique, on a les drogues, et on a les troubles de l'hémostase, et on a également les vascularites. Tout ça donc, peut se voir comme étiologie donc, des hématomes intraparenchymateux ou bien des hémorragies intraparenchymateuses. Donc ça, c'est l'ensemble des causes. La prise en charge, ça se résume à plusieurs éléments. Le premier élément, c'est les mesures générales. Parce qu'à la fin de compte, les patients, ils entrent parfois souvent avec trouble de la conscience. Donc, on a besoin de les hospitaliser parfois dans une unité de soins intensifs. Donc, tout le nursing nécessaire, donc les mesures d'une bonne hydratation, de lutte contre les infections, contre les complications de décubitus, les pneumopathies, ainsi de suite. Donc, avec un apport nutritif donc adapté. Mais également, on a d'autres éléments à faire, c'est le contrôle de la pression intracrânienne. Parce qu'à la fin de compte, un hématome, c'est un volume surajouté au niveau d'une boîte crânienne qui est inextensible, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation de cette pression intracrânienne. On doit, d'une part, faire le monitoring. On place habituellement des cathéters au niveau des ventricules latéraux. Malheureusement, ça ne se fait pas encore chez nous. Pour essayer de voir cette pression. Dès qu'elle augmente, on fait un traitement médical par le mannitol, mais on peut utiliser donc, la chirurgie, donc demander au neurochirurgien soit d'évacuer cet hématome, soit de faire un drainage, ou bien une dérivation du LCR pour essayer de diminuer cette pression intracrânienne qui est fatale parce que ça entraîne un engagement et une baisse du passé. On a également le contrôle de la pression artérielle. Quand elle est là, quand on a une pression artérielle qui est élevée, on devrait la traiter et essayer de la corriger et donc la normaliser le plus rapidement possible. Ici, ce n'est pas comme dans les infarctus cérébrales. Ici, on devrait contrôler, on devrait donc normaliser la pression artérielle à la phase. Alors, quand on a des troubles de la coagulation, il faut les corriger, soit si ces troubles de coagulation sont secondaires à un traitement, par exemple, comme les antivitamines K, il faut donner la vitamine K. Quand ces troubles de la coagulation sont liés à une maladie hématologique, il faut traiter cette maladie hématologique. Par exemple, s'il y a une thrombopénie sévère, c'est une perfusion de concentré plaquettaire. S'il y a des hémopathies, c'est un traitement spécifique qu'on devrait donner éventuellement pour éviter la récidive et l'extension de cette hématome. Alors, le traitement chirurgical, on fait l'évacuation de l'hématome. Au fait, l'évacuation de l'hématome n'est pas toujours la bonne solution. Dans les différentes études cliniques qu'on a, malheureusement, le traitement chirurgical n'a pas prouvé qu'il est safety, il n'est pas toujours dans le sens positif. Ça veut dire que si on fait l'évacuation de l'hématome, il y a un risque important de ressaignement. C'est pour ça que les hématomes intraparenchymateux ne sont évacués que quand ils donnent une menace d'engagement immédiat, ou bien ils sont très superficiels et accessibles à une micro-aspiration. Ça, on demande aux neurochirurgiens d'intervenir. Mais les hématomes profonds de petit volume, ce n'est pas la peine, parce qu'à la fin de compte, si on fait donc évacuer, ça ressaigne. Pourquoi? Parce que vous connaissez, quand on a un hématome intraparenchymateux, n'importe où, il augmente de taille. Cette augmentation de taille, ça augmente la pression et ça permet un petit peu de lancer ou bien de stimuler la coagulation. Donc, ça fait comprimer l'artère qui saigne et ça fait donc accélérer la procédure d'arrêt du saignement par l'état de coagulation. Également, on a un traitement endovasculaire, surtout pour les malformations vasculaires cérébrales, soit l'anévrisme, soit les angiomes, soit les. Donc, on va parler un petit peu au cours de l'hémorragie méningée, soit pour les angiomes, soit pour les anévrismes. Alors, les cavernomes, c'est un traitement par
chirurgie, soit on les enlève complètement, soit par radiothérapie ou bien gamma knife, une radiothérapie sélective, donc qui va aboutir à enlever l'ensemble ou bien à séquestrer pardon, cette malformation. Alors, j'ai terminé pour ce cours. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Hein, donc, on peut voir s'il y en a des questions. Alors, on va voir. Alors, bonjour Rami ou Abir, si vous en avez des questions, en tout cas, je suis en train de voir. Il n'y a rien. Apparemment, il tape les questions. Le temps Pardon? de taper les questions. Donc. Ok. Le temps de taper les questions. Ok. Merci. وإحنا اللي معنا مرض قاعدين نخدمه، قاعد 10 سنين شغل سنين، إحنا اللي قاعدين نخدمه، كل وحدة حاطة سيرفيس، وما نحبش نخرج ديال البيت.
Alors, je reviens pour les questions. Vous m'entendez? Oui, Hakim, on vous entend. Vous m'entendez? Oui, donc je reviens pour ces questions. Mécanisme d'action du mannitol. Alors, le mannitol, qu'est-ce qu'il fait? En fin de compte, c'est une substance hyperosmolaire. Elle fait attirer donc de l'eau qui est l'œdème à la fin de compte, qui réactionne au saignement. Donc, elle va le tirer du secteur parenchymateux, c'est-à-dire du tissu cérébral, vers le secteur vasculaire et va être drainé par la suite par voie urinaire. Donc, on devrait apprendre la sémiologie lobaire pour les hématomes supratentoriels. Essentiellement, si vous connaissez déjà les différentes sémiologies donc, de l'hématome subtentoriel et sous-tentoriel, ça suffit largement pour un sujet sous anticoagulant et qui lui cause un hématome. Est-ce qu'il faut arrêter l'anticoagulation ou quoi? Je crois la réponse siège dans votre question. À la fin de compte, si on est la cause, on devrait éviter la cause, tout simplement. Il faut arrêter, bien sûr, l'anticoagulation. Et il y a une conduite spécifique et quand on arrête l'anticoagulation, si c'est des anticoagulants de type antivitamine K, on donne la vitamine K pour essayer d'accélérer l'arrêt du saignement. Si c'était les autres anticoagulants, s'il y a un antidote spécifique comme l'héparine, on a un antidote qu'on peut donner. S'il n'y a pas d'antidote, c'est juste, donc, si le saignement persiste, on fait donc perfusion de concentré plaquettaire, éventuellement quand le saignement ne s'arrête pas. Sinon, habituellement, dès qu'on arrête les anticoagulants, leur demi-vie est de court, surtout pour le voie parentérale, et donc on va avoir arrêt de saignement. Quels sont les signes d'engagement? Les signes d'engagement, vous pouvez avoir en plus donc l'engagement en fonction du siège. On a les engagements sustentoriels sous la faute du cerveau. On n'a pas de sémiologie spécifique. On peut avoir une sémiologie lobaire spécifique dans le sens crise d'épilepsie, mais parfois c'est asymptomatique. C'est uniquement au scanner qu'on va le détecter. Mais souvent, ça peut s'accompagner tout engagement par altération de l'état de conscience, des signes d'hyperextension. On peut avoir des signes de décortication et des signes de décérébration. Signe de décortication, c'est un état d'hyperflexion des membres supérieurs, avec hyperextension des membres inférieurs et en hypostotonose, ça veut dire que le patient fait une hyperflexion, mais une hyperextension de la tête. Pour l'engagement sous-tentoriel, c'est un état d'hyperextension de la tête, des membres supérieurs et des membres inférieurs. Alors, l'autre question, les séquelles de l'infarctus hémorragique sont moins importantes que celui des ischémiques. En fait, le terme d'infarctus hémorragique, c'est un terme qui est utilisé quand on a un infarctus qui se complique de saignement. Alors, bien sûr, quand vous avez un saignement en surplus d'un infarctus, bien sûr, les éléments de mauvais pronostic, c'est un élément de mauvais pronostic, ça veut dire déjà une difficulté de faire le traitement par thrombolyse, et en plus, les séquelles sont plus importantes. Et troisième des choses, on peut avoir donc un passage à un état de coma, ou bien des crises d'épilepsie, ou bien un état de mal épileptique qui peuvent apparaître. Donc, c'est un élément péjoratif pour l'infarctus lui-même. Infarctus hémorragique, c'est vraiment plus grave qu'une ischémie sans transformation. On fait quoi lorsqu'un hématome est très profond? Tu dis qu'il faut éviter la chirurgie dans ce cas. Alors, la première correction que je vous fais, quand on parle à notre enseignant, on dit vous. Hein, donc, il faut un petit peu savoir écrire quelque chose de correct. Alors, éviter la chirurgie, pourquoi? Je vous ai expliqué, je ne sais pas ce que vous avez entendu. Quand c'est profond, c'est habituellement, elle va tendance, cette augmentation de la pression et augmentation de volume de l'hématome, il va tendance à faire une pression sur l'artère donc rompue, et donc ça va favoriser l'hémostase. Donc, ce n'est pas la peine de lutter contre cet élément qui va favoriser l'hémostase et favoriser l'arrêt de saignement. Quand on fait la chirurgie, c'est quoi? Donc, on va dégonfler cette masse d'hématome, on va donc laisser l'artère encore saigner, et ça, c'est pour ça le risque de récidive. Et dans cette situation, quand on a un hématome profond, c'est pas accessible, donc on le laisse spontanément, parce qu'à la fin de compte, l'évolution spontanée d'un hématome, quand on a un arrêt de saignement, parce que c'est lui qui va donc activer l'arrêt de saignement, ça va être vers un ramollissement de ce sang, donc on va avoir
une lise des éléments figurés du sang, et l'hématome, ça va être donc évacué spontanément au bout de 3 à 4 semaines. Alors, lorsque l'hématome est profond, et ce qu'on fait, je vous ai répondu déjà. Est-ce qu'on peut avoir une augmentation de la pression intracrânienne sans augmentation de la pression artérielle? Bien sûr. Parce qu'à la fin de compte, la pression intracrânienne ne dépend pas directement de la pression artérielle. Attention, ça dépend de deux choses. C'est le volume à l'intérieur de la boîte crânienne et la capacité d'extension de cette boîte crânienne. Chez un enfant, il y a une capacité d'extension du fait des sutures. Chez l'adulte, il n'y a pas cette possibilité. Et donc, ça dépend du volume qui existe à l'intérieur de la boîte crânienne. Si le volume, s'il y a augmentation de volume, vous allez avoir une augmentation de la pression artérielle. Si par contre, il y a un mécanisme d'évacuation, comme par exemple les valves qui sont placées par les neurochirurgiens, ça fait donc diminuer cette pression intracrânienne. Alors, après enlèvement d'un hématome profond qui provoque un effet de masse sur l'un des ventricules, quelles seront les séquelles engendrées? Alors, si un hématome est évacué, habituellement, ça va soulager, ça va éviter l'engagement déjà au patient, d'une part. Bien sûr, il va y avoir une cavité lésionnaire. Et ça crée des séquelles neurologiques. En matière de sémiologie résiduelle, j'allais dire. C'est vrai, quand on évacue, quand c'est un succès, le patient, donc le pronostic vital est épargné. Ça veut dire le patient, il a moins de risque de décès après une chirurgie réussite. Cependant, les séquelles, ils sont là. Les séquelles sont habituellement là. Mais il y a une chose qu'on constate en épidémiologie, que les séquelles cliniques sont plus importantes dans l'infarctus cérébral que dans l'hématome intraparenchymateux. Ça, c'est un constat qu'on voit chez les patients. Alors, un engagement de 4 mm, on peut vivre avec. Un engagement, je ne sais pas où l'endroit de 4 mm, est-ce que c'est en sous falsique, sous comment s'appelle, le septum interhémisphérique, ou bien transtentoriel, ou bien transoccipital, à partir de trou occipital. Ça dépend de l'endroit. Quand on a un endroit, par exemple, d'engagement au niveau transtentoriel, c'est vraiment difficile. Le patient va souffrir et on ne va pas avoir quelqu'un qui est vraiment bien éveillé. Si par contre sous falsique, sous la faute du cerveau uniquement, ça on peut l'avoir chez des situations, mais souvent, soit ça se corrige par diminution de la source de cet engagement, c'est une pression qui va entraîner une partie du parenchyme qui va se déplacer, soit au-dessous de la tente vers, bien sûr, la faute du cerveau. Et donc, 4 mm, ça dépend de l'endroit pour parler, est-ce que vraiment ça peut être viable ou non. Que j'allais dire. Est-ce qu'il y a un signe clinique spécifique par différenciation des AVC ischémiques et hémorragiques? Je vous ai dit, on n'a pas de signe spécifique, sauf qu'on peut parler d'un élément d'orientation qui sont le céphalée. Céphalée, syndrome d'hypertension intracrânienne, est très fréquent au cours d'un hématome intraparenchymateux comparativement à l'infarctus cérébral. Oui, ça, on le fait pour l'imagerie de contrôle. On se contente de faire un TDM cérébral pour poser le diagnostic. Oui, la TDM cérébrale est largement suffisante pour faire le diagnostic d'un hématome intracérébral. L'IRM, l'angio-IRM et l'angio-scan, c'est pour le diagnostic étiologique. Un engagement sous falsique de 4 mm sans déviation de la faute du cerveau. Alors, si vous en avez au niveau de la faute du cerveau cet engagement, 4 mm quand même il est gênant, il est important. On ne va pas faire la chirurgie immédiatement, on va voir la cause pour faire un traitement. Si c'est un hématome
On va attendre, lutter contre ça par donc des produits, des substances hyperosmonaires comme le mannitol, et ça peut se régler habituellement. Mais quand ça s'augmente et ça ne répond pas au traitement, ça, on peut donc recourir éventuellement à l'évacuation de l'hématome, si c'était l'hématome qui en est la cause. Je crois qu'on a terminé les questions. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. J'espère que ça a été bien compris et que vous puissiez faire un diagnostic positif, parce que c'est l'objectif pédagogique de ce cours, c'est que vous serez capable, à partir de votre clinique, de faire une conduite, c'est-à-dire demander une imagerie, de faire le diagnostic, éventuellement de faire une prise en charge, ou bien orienter le patient en milieu spécialisé pour une prise en charge adéquate. Donc, surtout, ne pas passer à côté d'un hématome intraparenchymateux à l'occasion, par exemple, de céphalée aiguë. Devant toute céphalée aiguë, c'est un hématome scapuloductal, c'est l'imagerie qui va confirmer. Devant donc un syndrome d'hypertension intracrânienne, c'est un hématome est à évoquer éventuellement. Devant des crises d'épilepsie inaugurales associées de céphalée, c'est un hématome à évoquer éventuellement. Ça, c'est des éléments qui sont importants en pratique clinique. Je vous remercie. Je ne sais pas, Rami, est-ce qu'on peut commencer maintenant pour faire le deuxième cours? On enchaîne? Si vous voulez, on commence maintenant. Oui, oui, on fait le deuxième immédiatement. Pour ne pas perdre de temps. Okay. Ok, très bien. Je vais faire donc, le deuxième cours. On va faire ça. Je vais sortir tout d'abord. Alors, il nous reste donc les hémorragies sous-arachnoïdiennes. Donc, c'est une pathologie également importante, parce que c'est une véritable urgence de diagnostic positif et de prise en charge. Alors, ça, c'est donc le plan de cours. Et en introduction, alors c'est quoi un hématome intraparenchymal, une hémorragie sous-arachnoïdienne, pardon, ou bien une hémorragie méningée, c'est l'ancienne dénomination. C'est l'éruption du sang dans l'espace sous-arachnoïdien. Alors, c'est quoi l'espace sous-arachnoïdien? Normalement, je devrais mettre un schéma. En tout cas, je l'ai mis dans. Parce que si vous savez, j'ai ça, les cours en slide, en PowerPoint, et j'ai des cours manuscrits donc sur Word. Vous pouvez, donc, ils sont sur le site de la faculté, vous pouvez les télécharger, ils sont plus détaillés, vous pouvez avoir donc des explications sur ça. Alors, c'est quoi l'espace sous-arachnoïdien? En fin de compte, c'est un espace très particulier, parce que vous connaissez que l'ensemble du système nerveux central est enveloppé par trois tuniques, bien trois feuillets de méninge. On a la pimère qui s'accole directement sur le parenchyme du système nerveux central, c'est-à-dire sur les hémisphères, sur le tronc cérébral, sur le cervelet et sur la moelle épinière. Alors, donc, par la suite, vous en avez juste au-dessus de cette pimère, vous en avez un espace libre où passe, où circule le liquide céphalospinal, ce qu'on appelait le liquide céphalochilien. Le liquide céphalospinal, donc, il a cet espace, donc là où passent les artères également, hein, donc, et au-dessus de cet espace, on a l'arachnoïde, qui est un tissu charnu, hein, un tissu lâche, pardon, donc qui juste s'adosse, juste au-dessous donc de la dure mère. La dure mère qui habituellement s'accole à la protection osseuse, soit la boîte crânienne au niveau de l'encéphale, la boîte crânienne, ou bien au niveau du canal rachidien. Donc cet espace qui au-dessous de l'arachnoïde, hein, c'est un espace libre qui est plein de liquide céphalo-spinal. Donc ça, normalement, liquide céphalospinal, vous le connaissez, c'est un liquide clair, eau de roche, donc il n'y a pas une gouttelette de sang. Si vous en avez de sang au sein de cet espace, hein, c'est un élément
un élément en faveur de cette hémorragie sous-arachnoïdienne. Alors, les hémorragies sous-arachnoïdiennes représentent 5% de l'ensemble des accidents vasculaires cérébraux. Et c'est une véritable urgence thérapeutique et diagnostique. Donc, il ne faut pas passer à côté d'une hémorragie méningée, puisqu'à la fin de compte, elle est rapidement mortelle avec des complications qui sont dramatiques qu'il faut connaître. Alors, le diagnostic clinique, on a la triade classique qu'il faut toujours rechercher avec d'autres signes qui peuvent être associés également, accompagnés. Alors, le premier, c'est syndrome méningé non fébrile. Je n'ai pas parlé du détail du syndrome méningé, parce qu'à la fin de compte, dans le fascicule, vous en avez sur Word. Encore, vous avez fait déjà ça en sémiologie. Syndrome méningé, c'est quoi? Vous avez la raideur méningée, vous avez l'attitude en chien de fusil, et vous avez les deux signes classiques, les signes de Kerning et de Brudzinski. Hein, c'est ça, le syndrome méningé. C'est vraiment un syndrome très particulier qu'on a. La caractéristique du syndrome méningé, dans le cadre d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, il n'y a pas de fièvre. Ce n'est pas comme la méningite. La méningite, il est toujours accompagné de fièvre. Ici, il n'y a pas de fièvre. L'apparition soudaine ou brutale d'un syndrome méningé sans fièvre, bien non accompagné par une fièvre, c'est un élément d'orientation vers ce diagnostic qui est l'hémorragie sous-arachnoïdienne. On peut avoir également des céphalées. Vous voyez que ces céphalées, ça fait partie exactement du syndrome méningé. Hein. C'est vraiment un élément très important. Donc, céphalées, ça peut être des céphalées isolées ou bien un véritable syndrome d'hypertension intracrânienne avec céphalées, vomissements et une diplopie. On a des signes de focalisation. Des signes de focalisation. C'est quoi les signes de focalisation? On va avoir des signes correspondant à la lésion d'un secteur du parenchyme cérébral. C'est-à-dire le saignement, je vous ai dit, c'est au niveau de l'espace méningé, mais parfois, cet saignement peut s'étendre au niveau de l'encéphale. Et on va parler d'hémorragie cérébro-méningée. C'est un élément de complication. On va voir des signes focaux. Ça, ils sont rares, mais quand ils sont là, c'est un élément péjoratif. Ça témoigne que déjà, on est compliqué. Et en fonction du siège de ce saignement, vous allez avoir des sémiologies spécifiques qu'on a vues donc dans les hématomes intracérébraux. Donc, en fonction de la topographie, si vous en avez un saignement qui dans la région pariétale, vous allez avoir une sémiologie pariétale, un saignement au niveau de la région frontale, vous allez avoir une sémiologie frontale, un saignement au niveau de la région temporale, la même chose que également au niveau de la région occipitale. Si vous en avez au niveau du cervelet également, vous allez avoir un syndrome cérébelleux aigu. Ça compte. Également, on peut avoir ce qu'on appelle un syndrome irritatif ou bien des crises d'épilepsie. Des crises d'épilepsie focales ou généralisées peuvent survenir donc, dès la phase aiguë de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Et c'est un élément également d'irritation du cortex, du fait que le saignement, quand il est plus important, donc ça va irriter un petit peu le cortex qui est juste adjacent, juste à côté. Et donc, vous allez avoir des décharges paroxystiques qui sont cause de l'épilepsie. Alors, donc, sémiologie clinique, c'est facile à la fin de compte. Quand vous en avez un syndrome méningé avec des céphalées, éventuellement des signes de focalisation, c'est un élément d'orientation vers une hémorragie méningée. Donc, l'association déjà d'un syndrome méningé non fébrile avec céphalée, c'est typiquement en faveur d'une hémorragie méningée. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire devant ce tableau clinique? Les examens complémentaires sont une TDM cérébrale. C'est l'examen de choix pour le diagnostic positif au début, maintenant. Mais la TDM cérébrale peut être normale dans les petits saignements, les petites hémorragies méningées. Quand on a une hémorragie méningée de faible abondance, de petite quantité de sang qui surgit dans cet espace, il peut ne pas être détecté par une TDM cérébrale sans produit de contact. C'est pour ça, parfois, on recourt à la ponction lombaire pour essayer de détecter ça. Et quand on fait une ponction lombaire, on va analyser le LCS et on va faire le test des 3 tubes. Vous connaissez, parce qu'habituellement, quand on fait une ponction lombaire, on peut faire un traumatisme de la peau et on peut avoir une gouttelette de sang au début. Alors, on fait 3 types, on remplit le premier tube de 3 cc, le deuxième et le troisième. Si
il y a un éclaircissement du liquide, ça veut dire le patient n'a pas un saignement, n'a pas du tout d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Si par contre, ça persiste, donc la coloration xanthochromique ou bien persistance de sang dans le LCS, malgré le test de trois tubes, c'est-à-dire même troisième tube, on va avoir du sang, ça veut dire que le patient a fait un petit saignement au niveau de l'espace sous-arachnoïdien et ça fait confirmer le diagnostic d'une hémorragie méningée avec même strictement normale. Cependant, maintenant, l'IRM cérébral a des séquences spécifiques. Ça s'appelle la séquence T2 étoile. Ça permet de détecter même les petits saignements dans l'espace méningé, d'affirmer ce diagnostic sans recourir parfois à la ponction lombaire. Alors, le bilan biologique. Donc, c'est un bilan à viser, non pas diagnostic positif, mais diagnostic étiologique essentiellement. On va avoir un bilan d'hémostase, c'est le premier à faire, avec une formule numération sanguine pour rechercher une thrombopénie. Bilan d'hémostase, ça comprend les facteurs de coagulation, le dosage des protéines de coagulation, également un bilan inflammatoire parfois, parce qu'il y a des vascularites qui peuvent donner parfois des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Alors, le reste des examens également, c'est à visée étiologique, l'angio-IRM. Donc, c'est une opacification de l'ensemble de l'arbre vasculaire cérébral pour essayer de voir est-ce qu'on a des malformations vasculaires cérébrales. C'est le même objectif de l'angioscanner. L'angiographie cérébrale numérique, habituellement l'objectif maintenant, non plus pour le diagnostic, mais pour le traitement. Quand un patient fait détecter malformation à l'angioscanner ou bien l'angio-IRM, on fait appeler les gens de neurologie interventionnelle, ils vont faire une angiographie cérébrale pour à visée thérapeutique et à visée bilan lésionnel. Parfois, l'angiographie cérébrale est indiquée également quand on n'arrive pas à détecter une malformation, alors que le patient n'a pas vraiment de trouble d'hémostase, on n'a pas de cause, et on insiste de voir des malformations. On pense qu'il y a des petites malformations, surtout des petits anévrismes inférieurs à 3 mm ou bien 5 mm qui peuvent passer parfois inaperçus à l'angioscanner. Mais maintenant, avec les angio-IRM de dernière génération, on peut les détecter antérieurement. On recourt à l'angiographie cérébrale. Pourquoi on laisse les derniers? Parce que l'angiographie cérébrale, c'est un examen invasif. Donc, je vous ai dit dans les causes du vasospasme, si vous vous souvenez un petit peu, quand on fait une angiographie cérébrale, le patient risque de faire un vasospasme cérébral et faire un AVC ischémique ou bien un infarctus cérébral. C'est pour ça qu'on essaie de la laisser le dernier recours pour essayer de détecter les malformations. Alors, ça, c'est le résultat d'une imagerie, d'une TDM cérébrale, ce que vous voyez ici. Donc, on va essayer de... Excusez-moi, je n'ai pas fait le... Attends, je vais essayer de voir. Pardon. Alors ici, vous voyez la flèche verte qui vous montre l'hyperdensité quand on fait une TDM sans produit de contraste à la phase aiguë d'un hémorragie sous-arachnoïdienne. On va avoir une hyperdensité spontanée de cet espace. Cette hyperdensité spontanée de cet espace fait le diagnostic de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Alors, en même temps, parfois sur les mêmes séquences de TDM, on peut objectiver un anévrisme quand il est géant comme ça. Ça, c'est un anévrisme qui est causal de l'hémorragie sous-arachnoïdienne. Alors, les principales causes, on a le saignement. 80% survient dans les 15 premiers jours. Et une hypertension intracrânienne par hydrocéphalie aiguë obstructive. Excusez-moi, 2 minutes.
Donc, excusez-moi, je reviens. Donc, je parlais des complications de l'hémorragie arachnoïdienne. Donc, le ressaignement donc, survient habituellement dans les 15 premiers jours, après le début de l'épisode. Et malheureusement, c'est un élément de très mauvais pronostic, parce que souvent, s'il y a un ressaignement, ça veut dire que la malformation est importante et vraiment, ça nécessite une urgence de traitement de cette malformation causale ou bien de la cause éventuellement quand on a un trouble de la coagulation. Alors, l'hypertension intracrânienne, elle est due que, donc c'est une hydrocéphalie aiguë obstructive. Pourquoi elle est obstructive? Parce qu'à la fin de compte, quand on a du sang au niveau de l'espace méningé, vous savez que le circuit du LCS, il est produit au niveau des plexus choroïdés, au niveau des ventricules latéraux, et donc résorbé ou bien absorbé par les corpuscules de Pacchioni qui siègent au niveau de l'arachnoïde. Donc, qui sont l'arachnoïde qui est directement en contact avec le liquide céphalospinal, avec l'espace de l'arachnoïde. Quand cet espace est comblé de sang, le sang, il y a des éléments figurés qui vont donner des petits thrombus, donc il va couvrir ces corpuscules de Pacchioni. Il n'assure plus la fonction de résorption du LCS. C'est pour ça qu'on peut avoir une hydrocéphalie aiguë. Deuxième cause, c'est quand on a du sang au sein de l'espace ventriculaire, on pouvait avoir obstruction des voies d'écoulement du LCS et on va avoir une hydrocéphalie aiguë. Et ça, quand l'hydrocéphalie aiguë obstructive, c'est l'indication chirurgicale en urgence de faire une dérivation et donc d'arriver à traiter éventuellement cette hydrocéphalie pour essayer d'éviter aux patients d'avoir un engagement, éventuellement un décès par l'engagement. Alors, le vasospasme ischémique cérébral, une vasoconstriction de l'artère porteur de la malformation. En fait, le vasospasme réactionnel dans l'hémorragie méningée est très particulier. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qu'on a constaté quand des études anatomopathologiques ont été faites, que les parois artérielles se modifient après un vasospasme secondaire à une rupture d'une malformation ou bien d'une hémorragie méningée. Alors, la paroi devient très épaisse et la lumière se réduit de façon très considérable, de telle sorte que on va avoir une réduction de plus de 50% qui va entraîner une diminution du flux sanguin, une diminution du débit sanguin cérébral. Et cette diminution du débit sanguin cérébral, ça va créer une ischémie et ça va aboutir à un infarctus cérébral. Alors, le pic de vasospasme, ça se voit entre le 6e et le 10e jour. Et comment il s'exprime cliniquement? C'est habituellement le patient vient pour un syndrome méningé isolé, et après 5-6 jours, il développe par exemple des signes de focalisation, soit des crises d'épilepsie, soit un déficit moteur, soit un déficit sensitif, ou bien tout autre déficit neurologique. Et ça attire l'attention du clinicien qui va donc rechercher éventuellement ce vasospasme. Alors, comment faire le diagnostic de ce vasospasme? Le diagnostic de vasospasme peut se faire sur angioscanner ou bien angio-IRM. On injecte le produit de contraste, on fait une IRM et on va voir est-ce qu'il y a une réduction de la taille, bien de diamètre des artères. Et ça nous oriente parfois vers l'endroit où siège la malformation de type anévrismal. Donc, c'est une complication majeure qu'il faut toujours la craindre. Et on a quelque chose même pour la prévenir. Les anévrismes sont la cause majeure, parce qu'en fin de compte, c'est 70% de l'ensemble des hémorragies arachnoïdiens qui sont liés à des anévrismes. Jusqu'à 2% de l'ensemble de la population sont porteurs des anévrismes. Les anévrismes sont variables en fonction, c'est vrai, de leur morphologie, mais essentiellement de leur taille. Alors, plus l'anévrisme est augmenté de taille, plus
on va avoir donc un risque de rupture. Et l'anévrisme, je vous ai expliqué tout à l'heure dans les hématomes intraparenchymateux. L'anévrisme, quand il dépasse 5 mm, le risque de saignement est très important. Alors, ces anévrismes peuvent concerner l'ensemble des artères cérébrales. Mais par ordre de fréquence, on a les anévrismes de la communicante antérieure, les anévrismes de l'artère cérébrale moyenne, de l'artère cérébrale antérieure et de la communicante postérieure et de l'artère cérébrale postérieure. Ça, c'est l'ordre approximatif. Ça, c'est pour les spécialistes. Je vous dis, à la fin de compte, que les territoires les plus concernés, c'est la communicante antérieure, l'artère cérébrale moyenne, l'artère cérébrale antérieure. Alors, les malformations artério-veineuses, je vous ai expliqué comment. Les angiomes, ça peut concerner l'ensemble de la région du système vasculaire cérébral. Et la problématique des malformations artério-veineuses, c'est que le nédus ou bien l'angiome que je vous ai parlé, dans ces malformations artério-veineuses, donc c'est pas une seule artère. Quand c'est une seule artère qui alimente la malformation, c'est facile à les prendre en charge. Mais le problème, c'est qu'on fait une angiographie pour rechercher l'ensemble de l'architecture, parce que parfois on a plusieurs artères nourricières et plusieurs veines de drainage. Et le traitement nécessite de fermer toutes ces sources. Et c'est ça la difficulté de prendre en charge les malformations artérielles. Alors, infectieuse, la cause infectieuse, parfois certains méningites se compliquent d'une hémorragie méningée. L'exemple, c'est un méningite à méningocoque. Certains encéphalites également peuvent se compliquer de saignement. Certains vascularites, type de l'épucérythémate systémique. Bien sûr, les troubles de l'hémostase sont cause. La cause la plus fréquente en hématologie d'hémorragie sous-accumitien, c'est le purpura thrombopénique idiopathique. Je ne sais pas ce que vous avez fait déjà en hémato, donc vous le connaissez mieux que moi. Vous en avez également la toxicomanie. La toxicomanie, c'est donc consommation de drogue, surtout des drogues dures. L'hypertension artérielle également est une cause. Et enfin, les causes iatrogènes, c'est l'utilisation des anticoagulants, soit les antivitamines K, soit l'héparine et ses dérivés, peuvent être la cause d'une hémorragie sous-arachnoïdienne. Dans cette situation, c'est l'arrêt du traitement, donner un antidote vitamine K pour le Centran et d'autres pour donc l'héparine et les autres donc molécules utilisées comme anticoagulants. Donc ça, c'est la principale cause des hémorragies sous-arachnoïdiennes. Et vous voyez que je n'ai même pas mis un traumatisme. Donc l'hémorragie méningée n'est pas du tout liée à un traumatisme. Alors, quand on a un espace méningé qui est comblé en post-traumatique, un hématome sous-dural ou bien extradural, extradural, c'est un sous-dural habituellement qui est dans l'espace méningé. Ça, c'est une notion de traumatisme importante. Ici, dans l'hémorragie méningée spontanée, on n'a pas de cause traumatique. C'est important. Alors, prise en charge, bien sûr, j'ai commencé avec la surveillance clinique. Pourquoi? Parce qu'à la fin de compte, on a besoin. Chez ces patients, parfois, ils viennent uniquement pour décéphalier une raie de méningée, il n'a pas de signe de focalisation, on sous-estime, on fait un traitement pendant 2-3 jours, on les lâche. En fait, c'est une erreur majeure. Parce qu'on devrait les garder pendant au moins les 7 premiers jours. Au moins les 10 premiers jours, le patient devrait être hospitalisé. Et c'est important pour éviter les complications qui peuvent être vraiment mortelles. Et les complications, on a parlé du vasospasme, on a parlé du ressaignement, on a parlé également de l'hydrocéphalie aiguë. Parfois, un traitement antiépileptique si le patient a fait plusieurs crises au début. Et cette molécule, qui est un vasodilatateur sélectif des artères cérébrales, la nimodipine, pour prévenir le vasospasme. C'est quoi? C'est un vasodilatateur spécifique donc, destiné à ces artères cérébrales pour essayer d'éviter une autre bonne hydratation, on fait une hyperhydratation en fait, pour essayer d'éviter aux patients donc d'avoir ce vasospasme. On a également la dérivation ventriculaire s'il y a une hydrocéphalie. Et enfin, on fait un traitement endovasculaire des malformations vasculaires cérébrales. Alors, le traitement endovasculaire, on peut faire l'embolisation, ça s'appelle comme ça, c'est une embolisation. L'embolisation, c'est on met des cathéters et on essaie un petit peu d'arriver au niveau des méninges, au niveau de l'artère porteuse de la malformation. Par exemple, c'est un anévrisme. On essaie
de mettre des spires, on injecte des spires par un cathéter via un cathéter qui arrive jusqu'au niveau donc, comment ça s'appelle, du sac anévrismal. Une fois qu'on comble, on crée une thrombose, si vous voulez, thérapeutique, une thrombose donc induite par ces spires qui sont métalliques. Et quand c'est complètement comblé, on met une colle spécifique, colle biologique, ça s'appelle comme ça, pour essayer d'éviter que ça sorte de cet anévrisme, de cet sac. Et donc, ça va être exclu le sang. Le patient va être épargné de saignement de cet anévrisme. Je ne sais pas si on peut voir une vidéo tout à l'heure. J'espère que si je serai connecté, on va vous montrer un peu. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut, on ne peut pas. J'avais un lien pour vous montrer, mais je vais essayer de voir peut-être directement comme ça. Je crois que je n'ai pas la vidéo sur mon PC. Non, on va pas, donc peut-être un autre jour. Alors, le pronostic. Alors, la mortalité est de l'ordre de 20% après un anévrisme rompu. Et bien sûr, les séquelles sont variables selon le type de complications et l'étiologie. Ça veut dire s'il y a un vasospasme, vous allez avoir des séquelles, une épilepsie, un déficit moteur, un déficit sensitif, ça dépend de l'endroit où il y avait saignement. Et si on n'avait pas de complications, le patient peut ne pas avoir un handicap du tout et peut reprendre sa vie tout à fait normale. Surtout quand on a un traitement réussi donc de cette malformation anévrismale ou bien de cette malformation artério-veineuse. Pour les malformations artério-veineuses, je n'ai pas parlé, on fait donc c'est le même principe, c'est essayer donc de couper cette malformation du système artériel, c'est-à-dire on arrête le flux du sang vers cette malformation en faisant des thromboses provoquées au niveau des artères nourricières et au niveau également des veines de drainage. Ce qui fait donc cette malformation va être privée du sang et on n'aura plus de sang à l'intérieur de la malformation et il va plus saigner. Donc ça, c'est un moyen de technique d'embolisation qui est faite par les neuroradiologues interventionnistes. En tout cas, j'ai terminé. Si vous en avez des questions, je reviens un petit peu à ma place. Alors, il n'y a pas encore de questions? Alors, il y a une petite question ici. Je pense que vous m'entendez? Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Alors, donc, il y a une petite question. Lorsqu'on a une hémorragie suite à un traumatisme crânien, c'est ça, on parle de quoi? Alors, ça dépend du siège de l'hémorragie. Soit c'est un hématome intraparenchymateux, on parle comme ça, un hématome intraparenchymateux post-traumatique. C'est un hématome qui siège donc à l'extérieur de la dure-mère, ça s'appelle un hématome extradural, je crois que vous allez faire donc en neurochirurgie, dans les cours de neurochirurgie. S'il est au-dessous de la dure-mère, c'est un hématome sous-dural, tout simplement. Alors, le mécanisme du vasospasme. Le vasospasme, à la fin de compte, toute artère qui est traumatisée, la première des choses qu'elle va faire, cette artère, c'est faire une vasoconstriction pour essayer de rapprocher, bien sûr, les berges du traumatisme, de la blessure, si vous voulez, pour que le sang peut combler par la coagulation cette brèche et arrêter le saignement. Donc, c'est logique. C'est la même chose au niveau cérébral. Mais cependant, ce qui se passe, ce qu'on a constaté, c'est qu'en plus de cette vasoconstriction, c'est-à-dire réduction de la lumière, on va avoir une modification de la paroi en elle-même qui devient épaisse. Ce qui fait, quand on a ce vasospasme qui est excessif,
ça va créer un hypodébit cérébral et ça va créer une ischémie donc cérébrale. Donc, le vasospasme, c'est une vasoconstriction réactionnelle à la blessure de l'artère, c'est physiologique. Dans l'hémorragie méningée, ce qui se passe, c'est qu'en plus de ce vasospasme, de cette vasoconstriction, c'est pour ça qu'on a un délai de quelques jours, on va voir un épaississement de la paroi du fait de la réaction de contraction excessive. Hein. Donc, on va avoir une augmentation de la paroi artérielle avec réduction de la lumière qui pourrait être source d'une hypoperfusion en aval de la zone donc du traumatisme de l'artère. Et ça va créer, ou bien de la malformation, et ça va créer une hypoperfusion locale et une ischémie cérébrale. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Il n'y a pas d'autres questions? Apparemment, c'est bon. Ok. Donc, je vous remercie. Bon courage. J'espère que ça a été clair. Et bonne réussite. Rami, je crois qu'on a un TD parce qu'ils m'ont